Madame Blanchet, je vous permettez que je vous présente. Depuis le 1er novembre 2022, vous êtes la secrétaire générale du Conseil de l'Union européenne pour une durée de 5 ans. Vous êtes la première femme à accéder à ce poste et vous êtes aussi la première secrétaire générale issue de l'administration européenne. Vous avez grandi à Confignon et vous êtes une alumna de notre université. Nous en sommes très fiers. En 1984, vous avez obtenu une licence en droit de l'Université de Genève. En 1987, vous avez été admise au barreau à Genève, titulaire d'un master de droit européen du Collège d'Europe de Bruges. Et aujourd'hui, vous dirigez donc un secrétariat qui est en quelque sorte responsable de la bonne marche du Conseil européen. Vous êtes la seule fonctionnaire assise à la table des réunions des 27 chefs d'État. Et vous avez aussi pour rôle de conseiller le président du Conseil européen, qu'on connaît bien, qu'on entend souvent, Charles Michel. Vous êtes donc au cœur du pouvoir européen. Vous avez atteint une carrière exceptionnelle et on se réjouit beaucoup de vous entendre. Bonsoir, merci beaucoup Madame pour vos mots de bienvenue. Considérant que la paix mondiale ne peut être sauvegardée que par des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. Convaincu que la contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. Conscient que l'Europe ne se construira que par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait et par l'établissement de bases communes de développement économique. Soucieux de concourir à l'expansion de leur production fondamentale, au relèvement du niveau de vie et au progrès des œuvres de paix. Résolus à substituer aux rivalités séculaires une fusion de leurs intérêts essentiels, à fonder par l'instauration d'une communauté économique les premières assises d'une communauté plus large et plus profonde entre des peuples longtemps opposés par des divisions sanglantes, et à jeter les bases d'institutions capables d'orienter un destin désormais partagé. Ont décidé de créer une communauté européenne du charbon et de l'acier et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaire, suit la liste des noms et des signatures. Je viens de vous citer in extenso le préambule du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce traité est signé le 18 avril 1951 par les 6 ministres des Affaires étrangères des 6 pays européens, petits, moyens, grands, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, la France et l'Allemagne. Voilà comment, par ce bijou de brièveté, par ces quelques mots négociés en 1951, à peine 6 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les fondateurs de ce qui allait devenir l'Union européenne nous ont offert plus de 70 ans de paix entre nos États, qui avaient passé des siècles à se faire la guerre jusqu'à la plus terrible d'entre elles. Imaginons-les, ces hommes courageux, visionnaires, écrire ces mots autour d'une table, alors que leur pays était encore détruit, leur famille encore meurtrie par les innombrables morts, les innombrables blessés, alors que les cendres étaient encore chaudes de la haine de cette guerre et que toutes celles d'avant avaient suscité. Quand on voit le niveau de souffrance et de haine qu'une guerre représente, et on le voit aujourd'hui, à nos portes, dans notre voisinage, tout près de chez nous, au sud, à l'est, on mesure le courage et la détermination qu'il a fallu à ces hommes. Il n'y a pas si longtemps, il était de bon ton chez d'aucuns de moquer les vieilles lunes qui étaient l'objectif de paix duquel était née notre union. On nous expliquait que ça n'intéressait plus les jeunes, les citoyens, qu'il fallait qu'on adapte notre discours. Certains même jouaient, et ils continuent à jouer, avec le feu. Ils jouaient à remettre en cause les valeurs qui fondent notre union, les valeurs de respect de la dignité humaine, des droits de l'homme, de liberté, de démocratie, d'égalité et l'état de droit. Puis advint, après déjà plusieurs soubresauts au sortir de 10 ans de crise financière, budgétaire, migratoire, Brexit, Covid, le 24 février 2022. L'inimaginable, une guerre en Europe sur notre continent. Une guerre d'agression, d'invasion, d'annexion, brutale, folle. La guerre d'un très grand contre son voisin, contre un plus petit, guerre d'une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU,
contre un pays qui avait abandonné ses armes nucléaires en 1994 contre la promesse du respect de son intégrité, une guerre qui nous bouleverse et provoque un tremblement de terre géopolitique et économique. Face à cet impensable, l'Union européenne a réagi en quelques heures, le jour même, unie, forte de son unité. J'étais dans la salle des chefs d'État le soir même, du 24. Et c'est la première fois qu'on a vu apparaître sur l'écran M. Zelensky dans son désormais fameux t-shirt vert militaire. Face à cet impensable, l'Union européenne a donc réagi en quelques heures avec unité. Elle avait déjà pratiqué l'unité et son effet démultiplicateur face au Brexit, puis face au Covid. Elle l'a renforcée depuis plus d'1 an et demi face à cette guerre, en s'aventurant sur des terrains politiques qu'elle n'avait pas l'habitude de pratiquer. Elle a financé l'achat d'armes, acheté en commun du gaz. Et puis, dans ces temps devenus de plus en plus violents, nous avons vu surgir en avril une guerre au Soudan, 9000 morts, 3500 blessés, 5 millions de déplacés. Il y a 3 semaines, une guerre éclair dans le Haut-Karabakh, exode de 100 000 Arméniens. Et maintenant, samedi dernier, une attaque armée du Hamas contre Israël, une attaque terroriste d'une brutalité sans nom, le 11 septembre d'Israël. Pendant longtemps, certains se sont plu à qualifier ironiquement l'Union européenne de Vénus dans un monde de Mars, d'herbivores au milieu des carnivores, de clubs de bisounours. Mais les États qui forment l'Union européenne savent très bien ce qu'est la guerre. Ils l'ont vécue dans leur chair pendant des siècles. Leur union est issue de ces décombres. Ils sont un exemple vivant, tous les jours renouvelé dans nos institutions, d'une sortie possible de l'état de guerre, d'une vie après la guerre. Bonsoir madame, je m'appelle Latif Saïn, je suis étudiant au GSI en master études européennes et on avait 2 questions, une question un peu technique et une question un peu plus profonde. C'était quel conseil donneriez-vous aux étudiants et étudiantes qui veulent avoir une carrière, qui veulent intégrer les institutions européennes et quel a été le moment le plus difficile ou le plus marquant de votre carrière ? Alors, d'abord, il faut avoir la nationalité pour commencer, pour devenir fonctionnaire européen, si c'est ça la question. Ensuite, il faut beaucoup travailler pour réussir un des concours qui ne sont pas nombreux. Sinon, je vous conseille fortement, pour mettre le pied dans la porte, essayer de devenir stagiaire dans l'une des institutions européennes, les stages de 5 mois, là, les fameux Blue Book stagiaires, là. Et ça vous permet de mettre le pied dans la porte parce qu'on peut aussi recruter des agents contractuels, des agents temporaires, donc c'est un bon moyen. Ensuite, en ce qui concerne le moment le plus difficile, un des moments les plus impressionnants, c'est celui que j'évoquais avec, comme ça, on se retrouve, le 24 février. Le 24 février 2022. Un autre moment très émouvant, c'était en 2003 à Thessalonique, quand on a terminé les négociations d'adhésion des 10 États. Et là, il y a eu une suite de discours des chefs d'État de ces États-là. Et on a compris, on le sentait dans la salle, quoi, l'émotion était forte. Et pour eux, les États baltes, par exemple, qui avaient été carrément intégrés à l'Union soviétique, les États de l'Est, on sentait vraiment l'émotion. C'était la réunification de l'Europe. Le professeur Schwock a évoqué le contexte politique en Suisse, avec les élections qui ont lieu ce mois-ci. Mais il y a aussi des élections qui ont lieu en juin, au niveau de l'Union européenne. Oui. Et peut-être avec une nouvelle commission. Ma question, c'est est-ce que c'est possible de conjuguer ces 2 temporalités politiques qui ne sont pas tout à fait synchronisées, ou est-ce qu'il faut que je prenne mon mal en patience pour voir ça ? Dans le monde dans lequel nous trouvons, je pense qu'il est important qu'en Europe, y compris en Suisse, la Suisse étant au cœur de l'Europe, qu'elle ait un peu peut-être conscience de la situation dans laquelle tout le monde se trouve et qu'il vaut mieux peut-être se serrer un peu les coudes, mais ça vaut aussi pour l'attitude de l'Europe vis-à-vis de la Suisse, bien entendu, que de simplement la jouer solitaire en essayant d'obtenir des avantages comme ça. Bonsoir.
Bonsoir. Je m'appelle Sarah Falcucci, je suis une ancienne étudiante du master en études européennes et je vous remercie énormément pour votre intervention dans laquelle vous avez beaucoup parlé de cette unité européenne. Mais justement, aujourd'hui, on remarque qu'on a une UE qui est élargie, vous l'avez aussi mentionné, mais qui est donc aussi très hétérogène. Et on se demandait du coup comment se passait la recherche de consensus tant entre les États membres qu'entre les institutions dans cette Union européenne si hétérogène, et si de votre point de vue, ou en tout cas du côté de votre poste, vous disposiez d'une grande marge de manœuvre pour assurer justement cette bonne gouvernance européenne qui repose sur le consensus. Merci. Merci pour cette question. Merci beaucoup. Bon, alors comme vous le savez, évidemment, puisque le mode de fonctionnement de l'Union européenne, c'est pas seulement le consensus, hein. Il y a beaucoup de majorités qualifiées quand même, donc ça aide aussi. Le consensus, c'est ce qui se passe au Conseil européen entre les chefs pour adopter leurs conclusions, par exemple, c'est au consensus. Bon. Et d'ailleurs, quand ça ne marche pas, le consensus, on sort le paragraphe et on le met de côté. Mais pourquoi j'ai vu monter cette unité? Il faut se souvenir, il y a 10 ans, quand il y a eu la crise financière, la crise budgétaire, la crise des migrants en 2015-2016, le Brexit en 2016, en même moment, on avait la crise de l'euro au même moment, il était question éventuellement d'exclure la Grèce de la zone euro. Enfin, c'était vraiment une crise énorme. Pendant cette période, on tous été témoins du niveau d'amertume, des mots durs qui étaient utilisés, du nord contre le sud, ils ne sont pas sérieux, etc. Enfin, toutes sortes de choses comme ça, qui ont vraiment eu ce qu'on dit en anglais le bad blood, hein, qui ont créé des relations très tendues entre les États membres. À partir du Brexit, je pense que c'est le Brexit qui a fait une effet de bascule. Parce que le jour même ou le lendemain du vote négatif, du vote du Royaume-Uni pour sortir de l'Union européenne, le Royaume-Uni a essayé d'éviter le déclenchement des 2 ans de période qui sont déclenchés par la notification d'une demande de retrait, une période de 2 ans qui met sous pression évidemment la négociation. Et donc pour éviter de rentrer dans cette seringue, ils ont essayé de dire on va négocier un petit peu avant, et puis comme ça on notifiera notre demande de sortie qui déclenche les 2 ans plus tard. Et là, la réaction immédiate du Conseil européen, hein, des chefs, ça a été de dire pas de notification, pas de négociation. Et c'était très dur, en fait, vis-à-vis de notre membre, ex-membre, enfin, encore membre en réalité, d'adopter cette attitude. Mais on l'a adoptée parce que c'était aussi une situation existentielle pour l'Union européenne, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, on a expérimenté, les chefs d'État et de gouvernement ont expérimenté la puissance de l'unité. C'est pas facile, ça prend du temps, ça prend des discussions, mais on est tous ensemble autour de cette table dont j'ai parlé, et cette unité qu'on a expérimentée à ce moment-là, on l'a reproduite quand il y a eu la crise du Covid, qui n'était pas une crise asymétrique. Brexit, c'était pas asymétrique, c'était symétrique. Tout le monde était impacté de la même manière. Bon, peut-être certains plus que d'autres, mais quand même. Le Covid, c'était symétrique. Tout le monde était impacté de la même manière, quasiment. Et donc, on a eu cette réaction, je veux dire, le Covid, ça a commencé en quoi? En février-mars 2020. En juillet 2020, au bout d'une réunion marathon de 5 jours et 4 nuits, les chefs d'État se mettaient d'accord pour la première fois pour autoriser la Commission à aller sur les marchés pour emprunter 750 milliards d'euros pour un plan de relance pour soutenir l'économie dans cette situation extraordinaire. Voilà, c'est ça qu'on a fait. Ensuite, on a fait les vaccins, on a fait l'achat de vaccins en commun, on a fait le certificat que tout le monde a eu, y compris vous, parce que vous avez repris ça comme partie de Schengen, parce qu'on l'a couvert par l'acquis de Schengen, avec le fameux certificat Covid, avec le fameux QR code. Ben ça a été harmonisé, on l'a adopté en 3 mois, par un règlement de l'Union européenne qui a dit, vous n'êtes pas obligé d'adopter ce certificat, mais si vous avez l'idée de demander un certificat, il n'y a que celui-là que vous pouvez demander pour passer les frontières. Voilà, parce que chacun était en train de créer son certificat, évidemment, national. Voilà, donc ça c'est un exemple d'une réaction hyper rapide de l'Union européenne. Et ensuite on a eu la guerre. À peine on sortait du Covid, l'économie repartait, l'inflation aussi, évidemment, mais enfin bon, ça allait parce que c'était l'économie qui boomait.
Et puis on s'est pris la guerre le 24 février 2022. Voilà, donc l'Union européenne, d'une certaine manière, était prête à affronter cette tempête énorme que constitue une guerre. Elle a fait de nouveau des choses qu'on n'aurait jamais imaginé qu'elle fasse, en termes d'armement, en termes de tout ça.